Chapitre 9. Un plan plein de trous. Cette nuit-là, et à ce moment précis, collé contre le mur de la première maison faisant face à la mairie, je ne l'aurais avoué à aucun de mes copains, mais j'avais une trouille de tous les diables. Notre plan, je me rends compte aujourd'hui, était plein de trous. Il fallait vraiment être des gosses pour croire qu'il marcherait. Mais parfois, avec un petit coup de pouce du destin, même les choses les plus improbables finissent par réussir. De ma cachette, qui n'en était pas une, je surveillais la petite place et la mairie aux fenêtres illuminées. Je voyais des silhouettes passer d'un côté et de l'autre, se découpant en ombres chinoises sur la lumière filtrant de l'intérieur, hautes, larges d'épaules et martiales, celles des soldats. Il fallait à tout prix que je repère où se trouvaient Mosché et monsieur Antoine avant que Françoise et les copains ne lancent le spectacle. Je commençais à désespérer quand je surpris un mouvement dans une des seules pièces obscures de la bâtisse, notre salle de classe. Je plissai les yeux jusqu'à deviner, derrière les barreaux et le verre des fenêtres, une silhouette plus fluette et plus petite que celle qui passait et repassait derrière les autres. Une silhouette qui ne pouvait appartenir qu'à une personne, Mosché. Les SS avaient donc enfermé mon ami et monsieur Antoine dans notre salle de classe. Je me demandais si c'était la preuve d'un humour grinçant avant de comprendre que c'était une des seules pièces du bâtiment à posséder des barreaux aux fenêtres. Je m'étais d'ailleurs souvent interrogé à ce sujet. Avait-on peur que certains élèves ne tentent de s'échapper? Étrange conception de l'enseignement qui déguisait les salles de classe en cellules. La porte était fermée à clé. Cette clé, c'était monsieur Antoine qui la possédait. Une clé dont les SS s'étaient certainement servis. Mais heureusement pour moi, elle avait un double, que monsieur Antoine gardait précieusement dans une petite boîte en fer posée sur son bureau, en face de notre salle de classe. Je l'avais vu la prendre un jour qu'il avait égaré l'autre, en jetant un coup d'œil par le battant entrouvert de la porte. Cette nuit, cette petite indiscrétion leur vaudrait peut-être la vie sauve à lui et à Mosché. Mon regard revint au perron de la mairie. Là, au sommet des marches, se tenaient deux soldats en noir, impressionnants dans leurs lourdes gabardines et coiffés de leurs casques massifs. Leurs mitrailleuses au flanc, la lanière leur barrant la poitrine, ils surveillaient les environs, leurs têtes tournant d'un côté à l'autre avec une régularité presque mécanique. Si je les distinguais si bien, c'est que la lune à son plein, se réverbérant sur la surface blanche de la neige, baignait le village de sa pâle clarté. À vrai dire, je m'en serais bien placé de la lune, et de ce ciel cristallin tout piqueté d'étoiles. Pour libérer Mosché et monsieur Antoine, cette nuit trop claire ne ferait pas nos affaires, pas plus que la neige qui conserverait nos traces. Cette fois, il était temps. Françoise et les autres ne devraient pas tarder à entrer en scène. À peine cette pensée m'était-elle venue que la silhouette solitaire et débraillée de ma petite sœur déboulait sur la place en criant à tue-tête. Les deux SS, réagissant aussitôt à ce cri, qui, dans l'air calme et glacé, semblait gagner une force insoupçonnée, levèrent leurs mitrailleuses. Je crus, un effroyable instant, qu'ils allaient la battre là. « Halte !» hurla l'un d'eux d'une voix sèche. Françoise obéit, mais n'en continua pas moins de gesticuler en désignant la route enneigée derrière elle. « La bestia! La bête, elle arrive !» Vas s'enquit le second, qui commença à descendre les marches du perron. Françoise, pour toute réponse, tendit un bras derrière elle et hurla « Elle !» À cet instant précis, vint de la route un terrible rugissement qu'on aurait dit poussé par un fauve énorme aux tripes d'acier, ou quelque dragon tiré d'un très vieux livre de contes. Alors une lueur rouge monta de ce côté-là, une lueur accompagnée de fumée, et une silhouette s'extirpa de la nuit, une silhouette formidable. Je m'étais dit qu'elle avait de la gueule quand je l'avais vue dans la grange, notre bête. Mais là, tout environné de fumerolles, son museau en débordement de dents, brillant d'une clarté rougeâtre, ses
ses énormes yeux luisants autour de sa tête bossuée, elle faisait son effet. Les SS, qui avaient dû en voir d'autres depuis le début de la guerre, la prirent-ils vraiment pour la bête monstrueuse que nous avions voulu créer? Ou crurent-ils que cette espèce de monstre bricolé à la hâte à partir d'un vieux taco, de quelques peaux de vache et d'instruments agricoles cachait une attaque des maquisards? J'ai bien peur, même si mon ego doit un peu en souffrir, que la seconde explication ne soit la bonne. Toujours est-il qu'ils lancèrent des cris d'alarme à l'intention de leurs congénères restés à l'intérieur avant de s'élancer vers notre bête, qui s'était immobilisée en haut de la pente, mais continuait de fumer de plus belle et de rugir son cri terrifiant, quoique de plus en plus faiblement. Suivant mes instructions, Gaston et Dédé, après avoir allumé la poudre et poussé le monstre panhard jusqu'en haut de la côte, se carapataient à toutes jambes. Françoise, ayant rempli son rôle, et alors que les deux SS, qu'il avait totalement oubliés, la dépassaient, en profita pour en faire autant. L'instant suivant, les deux pistolets mitrailleurs crachaient une volée de balles en direction de notre bête qui, bien sûr, ne s'en ressentit guère et continua de fumer de plus belle. En quelques secondes, la mairie tout entière s'était vidée de ses occupants qui, la gabardine ou l'uniforme enfilés à la diable pour certains, mais l'arme au poing, s'approchaient de notre création en balayant les alentours du canon de leurs armes. Comme nous l'avions escompté, ils ne surveillaient absolument pas mon côté et, comme les derniers se trouvaient déjà au milieu de la place, tournant le dos à la mairie, je pris une grande inspiration et m'élançai.